Nous voici avec une autrice qui s'appelle Verena Hanf et qui est née à Fribourg-en-Brisgau d'un père allemand et d'une mère égypto-libanaise. Elle partage son temps entre l'Allemagne, où elle travaille pour une organisation non gouvernementale, qui soutient des projets pour enfants défavorisés, et Bruxelles, où elle vit depuis plusieurs années. Dans son temps libre, elle aime écrire des nouvelles et des romans, tant mieux pour nous. Hein? Bon. Alors avant d'entrer dans le littéraire, il n'y a pas si longtemps que tu étais à Kinshasa, et donc si tu peux juste dire qu'est-ce que tu faisais à Kinshasa. Oui, j'étais dans le cadre de mon travail à Kinshasa. On a visité un projet pour enfants de rue ou enfants qu'on essaie de, alors pas nous, mais notre partenaire de projet, d'aider, de vivre hors de la rue, d'être alors accueillis, d'aller à l'école. Et voilà, oui, alors j'ai rencontré des enfants qui trouvent des abris là. Et on était là pour témoigner, alors pour prendre moi, j'étais là pour écrire des articles sur le projet, sur les enfants. Tu m'as dit que tu avais été particulièrement touchée par certains aspects. Oui, il y a un aspect qui est tout à fait attristant dans les histoires des enfants, mais c'est des enfants, je crois, partout dans le monde, mais des enfants qui sont plus voulus ou qui sont chassés de chez eux où les parents n'ont peut-être pas les possibilités non plus de les garder chez eux ou de les aimer comme il faudrait peut-être les aimer, et que ça se ressent chez les enfants aussi avec un manque de sécurité. Alors ils se sentent vraiment comme s'ils n'étaient pas vraiment dignes d'être aimés. Et elle me disait, oui, mais plus tard, je veux quelqu'un, je veux qu'on me reconnaisse. Et ça, c'était vraiment très impressionnant. On avait envie de dire à chaque enfant, mais tu étais magnifique. En plus, ils étaient tous magnifiques. Ils étaient drôles, ils pouvaient dessiner comme des non, c'était vraiment ils étaient très touchants, très, très vifs et tout, et c'était triste d'entendre qu'ils n'étaient pas, qu'il n'y avait pas assez d'adultes autour d'eux, sauf dans ce projet-là peut-être. D'accord. Pour les reconnaître, oui. Et on ne quitte pas finalement le sujet du livre, parce que tu parles de ton travail, et on parle du travail dans ce livre, mais avant de parler du livre, on s'est rencontrés déjà sur d'autres livres, notamment La fragilité des funambules chez le même éditeur. Et si tu peux nous parler de cet éditeur, François, c'est Frédéric Deville. Voilà, ce sont des beaux livres. Hein. Voilà, c'est un éditeur à Bruxelles. Hein. Tout à fait. Lui et sa femme, ils avaient avant une librairie à Watermal-Boisfort. Et puis ils ont commencé à se lancer dans l'édition. Et dans peu de temps, ils ont vraiment constitué un catalogue assez gros et avec une énergie, un engagement incroyable. Alors, ils sont vraiment très, très motivés, vraiment des gens que j'admire profondément, parce que se lancer dans l'édition de nos jours, je trouve que c'est une aventure. On est tous conscients de ça. Vraiment très difficile. C'est rien. Ouais. Mais ils le font vraiment avec tellement aussi d'enthousiasme, et puis c'est une atmosphère très familiale à l'intérieur de la maison d'édition. Alors on se soutient tous mutuellement, et il y a un côté très, très joyeux là-dedans. Voilà, c'est bien qu'on en parle. Alors, un de tes premiers textes, parfois on se dit à ce titre-là, j'aurais aimé y penser. Il est au Castor Astral et Tango tranquille. J'ai trouvé ça, moi qui suis un passionné de Piazzolla, Tango tranquille. Ça, c'est grâce à Francis Salmark. Alors moi, c'est lui qui a... C'est vrai qu'il y a un Castor Astral. Oui, tout à fait. Lui, il était éditeur à l'époque. Oui, Escale des Lettres, hein, c'est ça. Tout à fait, exactement. D'accord. Et on n'arrivait pas à trouver un titre. Et moi, je suis très, très mauvaise en titre. Et je dois dire, tous mes titres, quasiment, c'est les éditeurs qui les ont trouvés. Alors ça, c'était tout. J'avais toujours d'autres titres. C'est un sacré Tango tranquille. Oui, Tango tranquille, ça a bien marché. Et justement, alors à propos du titre, L'enfer du bocal. Les premières secondes, je vois L'enfer du bocal, j'ai dit encore un bouquin sur le confinement, tu vois. Mais bon, ça c'était les premières secondes, après tu ouvres. Alors, justement ce titre, tu peux expliquer. Oui, ça on avait trouvé parce que quelque part c'est une histoire d'une famille.
Alors, c'est surtout la relation père-fils, mais il y a aussi tous les autres membres de la famille. Et cette famille se trouve au fil des années de plus en plus dans un genre de bocal où il est difficile de respirer. Et puis, pendant un moment, il y a le fils, le jeune fils, étudiant, il va sauter hors du bocal comme ce joli petit poisson, et pour se libérer quelque part de cette famille. Il se sent trop étouffé, il se sent contrôlé, il se sent pas libre. Et par ce fait de s'éclipser de ce bocal, il va entraîner tout un mouvement dans la famille qui va peut-être aider à tout le monde un peu de retrouver une certaine liberté, une ouverture de nouveau vers le monde. Parce que justement, par rapport à ce que tu viens de dire, dans l'interview du livre pour nos lettres, je te pose la question, est-ce qu'on peut qualifier positivement ce livre de roman social? Et tu réponds, mais j'ai du mal à catégoriser mon propre roman, mais j'ai l'impression que l'enfer du bocal est plutôt intimiste ou psychologique que social. Donc là, finalement, tu viens de dire quelque chose qui se recoupe avec l'interview. Et moi, j'ai vraiment eu l'impression, en lisant ce bouquin, certains le savent, dans mon parcours littéraire, qui n'est pas tout à fait... Enfin, ça fait 40 ans déjà, mais j'ai beaucoup fantasmé sur les éditions de Minuit. Il y a des auteurs que je lis encore, comme Chevillard ou Toussaint, ou Christian Gailly, ou Echnoz. Et je trouve que ton livre, c'est un livre qui aurait pu se retrouver chez Minuit, parce qu'il n'y a aucune longueur. Pour moi, justement, c'est plutôt un roman intimiste. Et donc, voilà l'impression que j'ai eue quand je l'ai lu. Alors, le 4e de couverture, je n'aime pas trop de dévoiler l'histoire. Donc, voilà. Jacques a une vie bien rangée. Sa boîte à tartines dans sa petite mallette. Il se rend sans joie au bureau où il vient d'être gratifié du titre de low performer. Par-dessus tout, l'absence de son fils lui pèse. Pourquoi Bruno a-t-il coupé les ponts avec la famille? L'arrivée d'une nouvelle collègue au sein de son entreprise va troubler Jacques et l'amener à tout remettre en question. Il y a des 4e de couverture qui sont mal foutus, mais celui-là, c'est vraiment parfait. Et alors, c'est quoi ça, low performer? C'est, comme on dit dans certaines administrations, on l'a mis au placard? Non. Non, parce qu'il y a des gens qui sont au placard dans un bureau, on leur donne plus rien, et voilà, jusqu'à la retraite, quoi. C'est horrible. Hein, Oui, lui, il se sent quand même un peu mis dans le placard aussi. Alors, mis au placard, on dit mis au placard. Oui, il a quand même dégringolé, il était quand même assez haut placé. Il y a eu une restructuration. Et le pire, c'est que le jeune homme que lui, il a toujours soutenu, lui, il prend sa place et lui, il repart par en bas. Et lui, c'est un type, Jacques, qui a toujours bien travaillé, qui était toujours bien dans... Il a tout bien fait, il croyait aussi tout bien faire. Et tout d'un coup, il se sent tout à fait injustement traité à être... tombé comme ça dans l'échelon de l'entreprise pour laquelle il a tout fait, il a tout donné, et même aux dépenses de sa propre famille. Alors, quelque part, il se sent vraiment révolté, il en veut à tout le monde, il devient un peu aigri, un peu désagréable, il parle à plus personne. Alors, oui, et dans son couple, c'est pas simple aussi. Voilà. Oui, mais ça, il ne se rend pas compte tout de suite. Non. Ça, il se rend seulement compte quand son fils coupe les pompes, où il commence à tout remettre en question, ou c'est plutôt sa femme qui commence à se rendre compte qu'il y a vraiment aussi entre eux quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors justement, dans le livre, même si le livre, c'est pas une réflexion sur le travail, bon, moi j'ai eu un travail fort stressant, mais c'est pour ça qu'au début, je te demande qu'est-ce que tu faisais à Kinshasa, et donc tu as un travail qui est aussi presque un travail de tranchée. Bon, moi, j'ai travaillé dans la cancérologie, voilà. Il y a des enseignants, ils sont dans les tranchées, surtout maintenant. Et donc, mais justement, on va revenir à la notion de travail qui a évolué depuis le début, hein, parce qu'il faut quand même rappeler qu'au départ, ça vient de labor, du latin, avant de devenir une activité
de transformation de la nature, le travail de la terre, destiné à satisfaire les besoins. Bon, dans ton livre, justement, entre notre génération et celle de tes enfants, la notion de travail, je veux dire, c'est plus perdre sa vie à la gagner. Bon, il faut bosser. Des fois, le plus souvent, on n'a pas le choix. Il y a la pénibilité. Mais en même temps, on sent à travers ton livre que des jeunes sont maintenant prêts à, même s'ils ont la qualification, à laisser tomber un travail si éthiquement il ne correspond pas, quitte à avoir un salaire beaucoup moins important que leur qualification. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, puisque tu es maman aussi, donc... Oui, moi j'admire les gens qui vraiment ont le courage de laisser un travail qui est peut-être bien rémunéré pour faire quelque chose qui est peut-être plus sensé. Je ne sais pas si moi j'aurais le courage. Je dois dire, j'ai la chance d'avoir un travail qui me fait plaisir et qui est porteur de sens et avec lequel je gagne ma vie. Mais je peux aussi comprendre si on a une famille, s'il y a des problèmes économiques, qu'on ne va pas dire « Ah non, ça, ce boulot, là, pour telle et telle marque, je ne vais pas travailler. » Mais en même temps, parfois, dans l'éducation de mes enfants, je suis un peu tiraillée entre les deux. J'ai parfois envie de dire, c'est quand même ambitieux, il faut travailler, il faut donner son mieux, on ne peut pas faire le minimum. Et d'un autre côté, je me dis, oui, c'est pas, la vie n'est pas que le travail, il y a plein d'autres choses à faire à côté du travail. Et il faudrait quand même vraiment veiller à garder un certain équilibre entre le travail et ce qui nous donne encore un autre plus dans la vie. Alors, juste les loisirs, s'occuper d'autres, n'importe où, faire du sport ou de la musique ou je ne sais pas quoi, mais quand même d'avoir un équilibre plus grand. Justement, si ça ne marche pas bien avec le travail ou si on n'est pas heureux dans le travail, qu'on a encore un échappatoire. Alors, je crois que c'est bien d'avoir deux jambes, disons, d'activité. Oui, et c'est bien d'écrire aussi parce que justement, c'est une des deux jambes. Alors, il y a un aspect qu'on ne peut pas mettre en avant, c'est quand même l'humour, et il est là présent dans ton écriture. Et je trouve que un des personnages clés du livre, encore une fois, pas trop en dire, mais quand même, c'est Juliette, qui est justement la nouvelle collègue de Jacques. Et donc, et d'ailleurs, il dit, j'avais noté, elle rit un peu, son rire n'est pas gai mais mélodieux. Allez, il y a des petites phrases comme ça. Et donc, ce personnage de Juliette, j'ai quand même envie que tu en parles un peu. C'est une fille boulotte comme ça, qui est très positive finalement. Oui. Mais quelqu'un qui est aussi présent, Massimo, il avait dit après, oui, mais présente-moi une Juliette. Parce que Juliette est quelqu'un de positif, elle est rigolote, elle regarde du bon côté de la vie, bien qu'elle a vécu quelque chose de vraiment absolument horrible. Et en écrivant, j'ai eu quand même l'impression, est-ce que ça existe vraiment des Juliettes dans cette vie? Je ne suis pas sûre, mais je crois que si, qu'il y a quand même des gens comme ça qui ont vraiment un rayonnement positif et bienveillant, qui ne deviennent pas aigris. Et non intéressés. Non, elle n'est pas intéressée. Non, c'est vraiment... C'est vraiment de l'altruisme, de l'empathie qu'elle a. Oui, mais elle en tire aussi quelque chose de ça. Alors bien sûr. Mais c'est des gens qui font du bien. Il y a des gens comme ça autour de nous qui nous font du bien par leur être. Et il y a quand même plus de Juliette qu'on le pense, je crois. Il faut juste les fréquenter, disons. Des Juliettes et des Julots aussi qui sont chouettes. Alors l'autre, ce qui m'a touché, je vais peut-être dire le plus... Parfois, on lit un bouquin et on se dit juste cette phrase-là, ça suffit dans un livre. Après, on en lit d'autres. Et puis, il y a une phrase, un passage, une image qui dit oui, je me souviens, moi, ce sera sans doute ça. C'est à propos de la voix. Tu dis, à propos de Juliette, elle a de la vanille dans sa voix. Donc ça, il fallait le trouver. Et je pense que, là, je n'avais pas prévu cette question, mais je me demande quand même la voix, quand on est, ça commence au berceau, dans notre univers, dans notre bande-son personnelle, ça commence par la voix de la mère, ça commence par la voix du papa, c'est tellement important. Mais
justement, je te posais la question, est-ce que le timbre d'une voix, la voix, ne révèle pas déjà des clés sur la personnalité d'une personne? Parce que tu dis, Juliette a de la vanille dans la, voilà, de la vanille dans sa voix, quoi. Donc c'est une image. Moi, je crois que la voix dit quand même beaucoup de choses. Oui. D'abord, déjà les émotions. Oui. Maintenant, je suis nerveuse, alors j'ai une voix plus haute et je parle plus vite, mais tout le monde, dans des différentes émotions, on a un timbre différent. Mais pris à part, il y a quand même des voix spécialement agréables, je trouve. Il y a des voix qu'on peut bien écouter, mais c'est pas seulement la voix, mais c'est aussi l'intonation, quand il n'y a pas de... Quand c'est pas prétentieux, quand c'est pas trop joué, quand c'est naturel. Moi, j'aime bien quand même aussi les gens qui parlent naturellement. Donc, il y a beaucoup d'aspects autour de la voix, l'intonation, le timbre, Oui. ce que la voix trahit. Alors, moi j'aime bien écouter les gens, j'aime bien écouter la radio, j'aime le chant dans la musique aussi. Alors, je trouve que c'est toujours intéressant les voix. Mais voilà, alors, dans la fin de l'interview, je dis, bon, je termine l'interview en soulignant le côté fort attachant des personnages. C'est pas facile, hein, je pense qu'un roman réussi, mais le lecteur déjà doit s'attacher aux personnages, et là c'est tout à fait ça. J'ai l'impression que pour tes personnages, il suffirait de pas grand-chose pour qu'ils soient heureux. Et vous, l'autrice, qu'auriez-vous envie d'exprimer sur l'idée d'être heureux, sur l'idée du bonheur? Alors, on a tous forcément une réponse différente ou nuancée. Est-ce qu'il passe par le travail? Oui, oui. Je crois que je dirais la même chose que j'avais écrit là. Bon, pour moi, évidemment, le bonheur, bien sûr, c'est aimer être aimé. Ça, c'est, je crois, la chose quand même principale. Mais après, il y a le bonheur dans plein de petites choses de la vie quotidienne. Et aussi la reconnaissance. Maintenant, on note aussi d'autant plus la reconnaissance, quelle chance on a de vivre où on vit. Alors ça à l'époque, j'avais pas mis ça là-dedans. Mais c'est vrai que ça, tous les jours, ça donne quand même au moins une reconnaissance comme ça, où il faut se rendre compte du bonheur qu'on a aussi. Alors peut-être ça sonne un peu moralisant, mais je trouve quand même que c'est important de toujours se rendre compte de ce qu'on a. Alors, Et est-ce que c'est quelque chose que tu dis ou explicitement ou par rapport à tes enfants? C'est le rôle de parent a toujours été... on nous apprend pas à être parents, hein, donc il faut... Oui, je crois que ça c'est vraiment, ça heureusement, je crois, j'aime parfois critiquer mes enfants, mais il y a un truc que j'adore vraiment chez eux, quand ils disent « Ah mais moi je suis heureux, hein, moi je suis heureux », alors que quelque part, même dans le temps Corona ou quoi, ils n'étaient pas déprimés, rien, je crois qu'on a réussi à leur transmettre que le bonheur, c'est dans un bon repas, dans une bonne musique, dans un bon film. Malheureusement, ils ne lisent pas, alors je ne peux pas dire dans un beau livre, mais pour moi, c'est pas dans un bon livre. Oui. Mais alors, je crois que ça, c'est très, très important, à essayer de transmettre aux enfants, si c'est possible, vraiment le bonheur dans le quotidien. Et ça je crois que j'ai jusqu'à présent toujours une fois réussi. Merci. Alors, on n'aime pas d'être trop long, mais si il y a une question, il y a toujours un silence. Hein, s'il y a une question, juste avant de boucler. Bien. Merci.